Bonjour à tous, j'ai l'honneur d'être ici avec Étienne Maury et Emmanuel Blanc. Donc Étienne, vous êtes invité ici et Emmanuel, vous êtes donc lauréate du mois de la photo. Merci à tous les deux d'être venus et on va démarrer par une petite présentation de vos projets. Emmanuel, vous présentez votre projet photographique intitulé Devenir montagne. C'est un projet de longue haleine que vous menez depuis 2019 maintenant. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur la manière dont il a démarré ? Alors, il a démarré par une expérience assez exceptionnelle. J'étais allée marcher sous un glacier, le glacier d'Aletsch, qui est le plus grand glacier des Alpes suisses. Et 3 semaines après, j'apprenais qu'on n'avait plus le droit de se promener autour de ce glacier dans cette vallée parce que le permafrost avait fondu et la montagne était en train de s'écrouler. Et c'était une façon de prendre vraiment conscience, mais physiquement, du réchauffement climatique. Et donc ensuite j'ai cherché, cet événement c'était en 2017, et ensuite j'ai cherché un lieu qui pourrait avoir déjà subi des grands changements, des grands chamboulements comme ça dus au climat, mais qui continue à renaître, à revivre. Et donc, j'ai commencé à travailler sur le massif des Diablerets en Suisse et j'y suis allée à toutes les saisons. Voilà. Merci. Et vous, Étienne, de votre côté, vous présentez un ensemble photographique intitulé Paysage du Loup. Il s'agit d'une exploration de la montagne à la recherche des traces du loup. Pourriez-vous nous dire aussi en quelques mots ce qui vous a motivé pour ce projet ? Oui, moi, ce qui m'a motivé pour ce projet, ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse aux questions un peu des zones frontalières entre l'humain et la nature. Et du coup, forcément, habitant en région grenobloise, en fait, la question du loup, c'est un sujet qui est quand même un peu omniprésent. La question du loup, mais la question du loup plus largement, est celle de la cohabitation en fait entre l'humain et le sauvage dans ces territoires-là. Et du coup, ça m'a intéressé d'essayer de mener une recherche photographique pour essayer de trouver, d'explorer les manières de photographier cette thématique en fait, parce que je savais que j'allais pas pouvoir photographier le loup, je savais que j'allais pas pouvoir photographier plein de choses dans ce projet, et du coup, il fallait qu'en fait, je trouve des moyens de contourner ces problématiques pour réussir à raconter une histoire et à photographier cette question du retour du loup dans les Alpes françaises. Merci. Et du coup, vous avez choisi de présenter votre travail en dialogue avec Emmanuel. Vous pouvez nous dire comment du coup a démarré cette collaboration et pourquoi ? Ouais. Alors, comment a démarré cette collaboration et pourquoi ? Moi, du coup, j'ai été sollicité par la Maison de l'Image et notamment Claire Nicolas et Laetitia Boule pour du coup être artiste invité de cette édition et du coup participer au jury de l'appel à projet. Et du coup, dans cet appel à projet, on a reçu le travail d'Emmanuel Blanc qui nous a plu de manière assez unanime, et on s'est dit, vu l'espace d'exposition où on allait être dans l'ancien musée de peinture avec cette espèce d'immense salle, c'était intéressant à la fois dans les sujets qu'on traitait, dans la manière dont on photographiait et dans le dialogue en fait, dans le dialogue qu'on pouvait établir entre nos deux travaux, de collaborer dans le sens de mettre en place une scénographie où on travaille dès le départ de manière conjointe en fait. En tout cas, ça c'est pour moi. Je sais pas, Emmanuel. Alors moi, j'étais pas dans le jury, mais oui, c'était ça. C'était d'arriver à construire une exposition où les deux travaux se répondent, se mélangent, se superposent et ils s'enrichissent l'un l'autre. Et moi, je trouve que c'est assez intéressant, du coup, de déplacer à chaque fois chaque travail. Du coup, Emmanuel, je vais vous poser du coup des questions sur votre projet en continu. Après, je passerai sur vous, Étienne. Est-ce que vous pouvez nous dire quel lien du coup vous entretenez avec la nature et plus particulièrement avec le minéral ? Quand je vais en montagne, je suis souvent chargée de mon matériel photo, de matériel de bivouac, etc. Et en général, je redescends plus lourd parce que j'ai toujours beaucoup de cailloux beaucoup de pierres dans les poches. Je sais pas, j'ai un rapport très
très amoureux des pierres, en fait. C'est très important pour moi, les pierres. Et elles sont presque pas animées. J'en suis pas au même niveau que les Islandais qui vont détourner une route pour ne pas déranger un rocher, mais je me souviens d'avoir rencontré une fois un énorme rocher à la fin d'une marche avec Rachel, enfin un périple plutôt, avec mon amie Rachel qui est ici, et on était très très haut en altitude et on redescendait pour trouver un endroit abrité des chutes de pierre justement pour dormir. Et en arrivant en bas d'un chemin assez magique, il y avait une espèce d'énorme baleine. Bon, c'était un rocher. Et j'étais vraiment triste de pas pouvoir l'emmener avec moi. Mais vraiment, j'ai vraiment sérieusement réfléchi à des possibilités de l'emmener. Mais c'était vraiment pas possible. Donc, vos images sont parfois troublantes. Est-ce que c'est une volonté de votre part de jouer avec les dimensions, les échelles et les textures pour semer la confusion et le doute concernant le sujet représenté? Parce qu'à vrai dire, vos images de montagne peuvent parfois évoquer l'univers maritime. Alors j'ai toujours, j'aime bien toujours un peu déplacer les choses. Je demande à ceux qui regardent mes photographies de faire un effort tout le temps. C'est jamais très clair. Ou alors on a l'impression que c'est clair, mais en fait il y a toujours plusieurs degrés de lecture, niveau de lecture. Et le côté maritime, bah, j'imagine que c'est des photos sous le glacier qui sont effectivement très maritimes, mais il y a même une image quand on la regarde de loin avec un nuage et le glacier vraiment très bas. On pourrait se croire au bord de la mer aussi avec un paysage marine. Et ouais, j'aime bien troubler comme ça. Parce que les choses sont jamais vraiment ce qu'elles ont l'air d'être. Et je rajouterais aussi que pour moi, les montagnes, elles sont vraiment, enfin, pas que pour moi, en réalité, les montagnes bougent toujours. Elles sont tout le temps, en tout cas les Alpes, elles sont tout le temps en train de monter. Donc, elles sont tout le temps en mouvement. Et moi, quand je regarde une montagne, je vois tout le temps du mouvement, de plis, dans les roches. Et je montre ça et je l'accentue. Justement, en parlant de mouvement et d'échelle, justement, l'échelle du temps dans ce projet, est-ce que vous essayez de donner justement à voir ce mouvement des montagnes qui est un mouvement beaucoup trop lent pour être vu à l'échelle d'une vie humaine? Et est-ce que c'est une façon du coup de rendre vivant le minéral de cette façon? Ouais, alors un peu. C'est un peu ça. C'est aussi, oui, de parler des temps géologiques qui nous permet aussi de nous extraire de nos actualités et de nos vies un peu qui peuvent être un peu angoissantes ou joyeuses, mais en tout cas qui ont cette temporalité assez rapide. Et ça permet, en tout cas moi, ça me permet de prendre un peu du recul et de me poser, de réfléchir à la montagne comme étant un océan, puis une montagne, puis un glacier. Enfin, donc tous mes projets ont quand même cette dimension comme ça temporelle. Ouais, voilà. Et oui, vous me posiez la question des échelles aussi. C'est vrai que je mets rarement des repères d'échelle dans mes photographies. Donc on ne sait pas si on est en face d'une falaise ou à côté d'une flaque d'eau et d'un petit caillou. Mais c'est fait exprès. Et du coup, pouvez-vous aussi nous dire le rôle des interventions textiles sur vos images? Alors en fait, quand une partie de ce travail se situe à plus de 2000 mètres d'altitude, dans un endroit, un grand plateau calcaire, le glacier vient de partir. C'est il est parti dans les 50 années qui viennent de s'écouler. Et sur ce plateau, il y a des plantes, alors qui sont toutes petites, mais qui parfois ont 25 ans. Il y a des saules qui ont 25 ans, ils sont minuscules, enfin ils sont vraiment
On a vraiment l'impression d'un buisson. En fait, on est comme dans la steppe. C'est vraiment la même végétation. Et je trouvais que, enfin, depuis 5-6 ans, je cherchais une façon de raconter cette immensité, ce minéral et ces toutes petites plantes tellement délicates qui poussent sur rien et qui vont surtout qui ramènent la vie. Parce que les plantes, après d'autres, des animaux, enfin, ils arrivent plus ou moins en même temps. Et la vie est à nouveau possible là où le glacier était il y a quelques années. Et donc, j'arrivais pas à trouver l'échelle photographique qui me convienne pour montrer tout ce que je voulais raconter. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais mettre l'accent sur ces petites plantes qui ont du mal à pousser, qui mettent longtemps. Donc, moi aussi, je vais faire un geste qui va me prendre du temps, qui va me prendre plus de temps que de faire un tirage photographique. Et donc, je vais broder donc j'ai cherché des fils de soie naturels teintés avec des pigments naturels donc après, je défaisais mon fil de soie pour prendre vraiment brin par brin et recomposer une couleur en mélangeant les brins, donc un peu comme avec une palette de peintre. Et donc, je suis venue broder comme ça quelques petites plantes qui ne se voient pas quand on passe devant la photo. C'est pour ça qu'il y a toujours plusieurs niveaux et de temps de lecture. Voilà. Et donc, vous êtes architecte, paysagiste et scénographe. Et comment cela influe sur votre travail et notamment du coup sur l'accrochage de vos travaux? Alors, j'étais architecte, ça c'était ma première vie. Le paysage et la scénographie, c'était aussi un peu avant. Je continue à enseigner dans une école de paysage. De ces métiers-là, j'ai gardé un rapport à l'espace très très fort et notamment au vide entre les choses qui organisent l'espace, le vide japonais qui n'est pas le vide occidental, mais qui est vraiment le lien entre deux choses. C'est le vide, le silence en musique. Et, euh, et donc, oui, c'était ça. Et quand on a travaillé ensemble, c'était vraiment tout le temps de se dire, bon, alors, moi, je mets ça de ce côté-là, toi, tu mets ça, qu'est-ce qu'on met ça au milieu, qu'est-ce qui se passe, comment on voit nos travaux en même temps. Donc, il y avait vraiment ce rapport-là. Et puis, en architecture, je travaillais souvent de façon cinématographique. L'architecture, c'est des bâtiments, mais c'est surtout nous, la façon dont on la vit, c'est le mouvement qu'on va faire à l'intérieur. Donc c'est cinématographique, on va voir des choses, après on les voit plus, on découvre. Et voilà, ça aide aussi pour faire de la scénographie. J'avais une autre question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure. Je voulais savoir du coup comment vous procédez à la création de vos images. Est-ce que vous partez seul? Est-ce que vous partez en équipe? Est-ce que vous restez sur place plusieurs jours? J'ai cru comprendre que oui, vous faisiez un peu du camping dans des zones à risque. Et est-ce que aussi, du coup, vous définissez une zone géographique spécifique dans laquelle vous souhaitez travailler? Alors, ça dépend des projets. J'aime bien partir avec une personne, souvent avec mon amie Rachel qui est là ici, parce qu'on a une complicité en montagne qui est parfaite. En tout cas, quand je veux pouvoir travailler, il y a quelque chose qui se met en place de rythme de marche, de gestion à peu près des risques et qui est bien. Je suis de temps en temps partie avec d'autres personnes et c'est plus compliqué, enfin surtout en montagne parce que c'est très particulier. J'aime beaucoup partir toute seule aussi. Et je pense que dormir dans un lieu, mais que ce soit en montagne ou dans une architecture qu'on est en train de photographier, ça change complètement, mais complètement la façon de le vivre, de le raconter, de le sentir. Enfin, c'est assez fou la différence que ça peut faire. Le fait de dormir dans un lieu, ça implique qu'on a un vrai rapport physique avec ce lieu. Alors que marcher quelque part, on est quand même un peu au-dessus, on est sur nos pieds, mais d'aller dormir dedans, c'est autre chose.
D'ailleurs, on avait dormi au pied enfin, vraiment presque dans les bras d'un arbre, dans ses racines. On s'était lové comme ça. C'était une des fois où on était là-bas. C'était vraiment magique. Enfin, il se passe des choses pendant la nuit. Donc ouais, plutôt un peu accompagnée, assez souvent seule aussi. Et je marche beaucoup. Je fais pas forcément beaucoup de photos. Je marche longtemps. J'attends que le lieu m'apporte des choses. Je vais pas avec des idées préconçues. Je ne sais pas travailler moi en me disant bon bah je vais chercher telle et telle image. J'y arrive pas. Des fois j'essaye mais ça marche pas. Du coup, j'ai plus de questions pour vous. Je ne sais pas si vous voulez rajouter peut-être quelque chose qui vous paraissait important à dire ou si on a fait le tour. Non, je suis très contente de pouvoir être là et de rassembler tout ce travail de longue haleine, parce que c'est la première fois que je le montre avec autant d'ampleur. Et puis d'avoir rencontré Étienne et de pouvoir travailler comme ça de façon très fluide sur nos deux espaces, c'est pas toujours évident. Enfin, c'est vraiment pas toujours évident. Et puis, ouais, de tous ces efforts collectifs pour arriver à ça, je suis toujours assez bluffée. Et là, encore une fois, c'est tout. Merci beaucoup. Du coup, Étienne, on passe sur votre projet. Peut-on dire du coup que la série Paysages du loup concerne autant les traces que nous laisse la nature que les traces que nous lui laissons à elle? Et donc en quoi peut-être cette série traite-t-elle du vivant et de ses témoignages? Est-ce que... C'est une très bonne question. Est-ce que c'est autant les traces que laisse la nature? Oui, je pense. En fait, une des idées de ce travail, en tout cas, c'est de dire que les choses interagissent entre elles, que ce soit, par exemple, pour partir à la suite d'Emmanuel, le type de sol qu'il va y avoir à un endroit, suivant la composition de ce sol, il va y avoir telle ou telle espèce d'arbre qui va planter, qui va pousser, qui en retour va influencer quel type d'animaux vont revenir, etc. L'homme va évidemment influencer tous ces espaces naturels de manière avec une ampleur qui est assez importante, mais en fait l'espace effectivement nous influence de la même manière que nous on influe l'espace. Le pastoralisme n'est pas le même suivant si on est en Camargue ou dans les Alpes, etc. Et du coup, oui, c'était aussi une recherche de montrer ces différentes interactions qu'il puisse y avoir entre les différents protagonistes ou habitants de ces espaces où évolue le loup, en fait. Et le loup, au final, est un peu que c'est en quelque sorte le fait qu'il y ait le loup permet de se rendre compte de tout ce qu'il y a autour de lui, en fait. C'est un peu ça l'idée de ce travail. Et à l'inverse du coup d'Emmanuel, la figure humaine est présente dans votre série. Quelle place lui accordez-vous? Là, effectivement, l'humain est présent. L'humain est quand même assez peu présent. Et justement, j'ai fait attention. Ce qui était important pour moi, c'était de réussir à me placer dans une zone d'équilibre, parce que parler du loup, c'est assez difficile de le faire sans être clivant, sans prendre parti pour un côté ou pour l'autre. C'est un sujet qui est quand même assez complexe. Et du coup, évidemment, il fallait que je parle de l'homme, parce que, notamment en ce qui concerne le pastoralisme, l'homme est impacté par le loup. L'homme impacte le loup aussi de manière évidente. Mais ouais, ce qui était important pour moi, c'était d'essayer de donner la même place à tout le monde, c'est-à-dire de donner la même place aux cailloux qu'à l'homme, qu'au loup, qu'au berger, qu'au troupeau. Et du coup, c'est pour ça que l'homme est forcément un peu présent, mais toujours un peu caché, ou toujours un peu de loin, ou toujours en gros plan. Et pas, je suis pas allé passer 2 ans avec un berger, par exemple. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que je le montre. Mais du coup, vous êtes quand même. Est-ce que vous êtes quand même allé du coup à la rencontre de certaines personnes, et est-ce que vous procédez à des entretiens? J'ai pu voir des citations. Et est-ce que tout ça, du coup, vient nourrir votre travail, et de quelle manière? Évidemment, je suis allé à la rencontre de bergers. Évidemment, j'ai discuté avec eux, et évidemment, ça influence mon travail. Et en fait, je pense que moi, je viens de la photographie, je viens du photojournalisme et de la photographie documentaire. Et du coup, pour moi, un des principes de base, c'est que quand j'arrive sur un sujet, si je
En fait, c'est pas moi qui connais le sujet, c'est les personnes qui vivent le sujet qui les connaissent mieux que moi. Donc en l'occurrence, pour parler du loup et pour parler des interactions entre l'homme et le loup, si je vais pas voir les bergers, il faut que je sois berger moi-même en fait, sinon ça ne fonctionne pas. Et du coup, oui, je suis allé les voir. J'ai pas vraiment fait d'entretien parce qu'en fait, c'est des moments. En fait, c'est un travail où je suis souvent un peu comme Emmanuel. En fait, c'est là où nos pratiques se rejoignent, c'est qu'en fait, on va en montagne et on voit ce qui se passe. Et on va. Des fois, on essaie d'aller. Enfin, moi, en tout cas, des fois, j'essaie d'aller chercher des choses, mais la plupart du temps, quand je vais chercher quelque chose, je reviens 3 jours après, j'ai plein d'autres choses, mais j'ai pas ce que je suis allé chercher, quoi. Donc, il y a cette espèce de côté erratique un peu de la photographie. Et je me suis perdu. Mais je me suis perdu. Voilà. C'était quoi la question? Vous ne trouviez pas forcément ce que vous cherchez et que vous n'alliez pas forcément faire des entretiens. Oui, c'est ça, les entretiens. Et du coup, les bergers, en fait, c'est souvent, il y a des fois où je sais plus ou moins où est-ce qu'il y a des alpages, je sais plus ou moins où est-ce qu'il y a des attaques de loups, donc je sais les bergers qui sont plus ou moins confrontés au problème du loup. Mais du coup, je monte dans les environs et j'essaie de trouver le berger et le troupeau. Et en fait, déjà ça, c'est pas gagné parce qu'une fois, il est sur ce versant, une fois, il est sur tel autre versant. Et du coup, en général, quand je le croise, c'est souvent des endroits où il y a quand même, on est en été, il y a des touristes, etc. Donc les bergers, ils ont quand même un peu l'habitude qu'on vienne les voir et qu'on discute un peu avec eux. Et du coup, c'est plus des moments que je prenais où je discutais avec eux, mais je notais pas plus de choses que ça. Et c'est par la suite, quand je l'ai quitté, que je prenais des notes, des citations. C'est là que j'ai extrait les citations. C'est en fait des notes de choses qui me disaient, qui me semblaient particulièrement intéressantes, que je notais et que j'ai retranscrit ensuite dans les textes que j'ai écrits. Est-ce que vous déterminez des zones géographiques que vous souhaitez traiter et investir, ou au contraire, la recherche du coup des traces du loup serait-elle plus comme une recherche universelle et non clôturée? Alors, je pense, en tout cas, ce que j'ai essayé avec ce travail, c'est d'amener un côté universel. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne délimite pas frontalement, je ne dis pas à quels endroits je suis allé. Mais en revanche, quand j'ai fait ce travail, j'avais quand même des zones d'études principales, on va dire, pour la simple et bonne raison que si je voulais réussir à comprendre un peu là où étaient les loups, comment ils fonctionnaient, qu'est-ce qui se passait, si on reste pas sur une zone, plus ou moins sur la zone d'une meute, en fait c'est hyper dur de savoir les loups ils passent, mais on va voir une trace par-ci, une trace par-là, enfin c'est vraiment, on va au petit bonheur la chance. Donc on est quand même obligé de se fixer un peu pour savoir où est-ce qu'il se passe des choses intéressantes. Après, il y a quand même pas mal d'images qui sont en fait des images que j'ai prises à des endroits qui n'étaient pas forcément dans mes zones d'études, juste parce que je me suis baladé en montagne et que je suis tombé sur quelque chose qui était intéressant et que j'ai fait une photo, quoi, et que j'ai ramené ensuite dans le giron. De toute façon, le loup, il est présent à peu près partout dans les Alpes. Donc en fait, je sais que j'étais à peu près toujours, en tout cas, dans une zone où il était présent, quoi. Et concernant l'accrochage et la scénographie, quelles étaient vos intentions quant à la structure en bois ajouré, par exemple, ou encore par rapport à l'appropriation des vitrines qui étaient déjà sur place ici? Alors moi, pour la scénographie, la chose principale, c'était en fait c'est le côté imposant de ce lieu. En fait, c'est une salle qui est immense, à la fois extrêmement longue et qui fait 4 étages de plafond presque. Donc il y a vraiment une nécessité de faire quelque chose de cet espace, de l'habiller pour pas être juste de pas subir l'espace en quelque sorte. Et donc c'est aussi pour ça que c'était intéressant de collaborer avec Emmanuel dans ce qu'elle disait, la manière de faire dialoguer nos travaux. Après, au-delà de ça, moi, ce bâtiment, quand je suis rentré dedans pour la première fois, et en fait à chaque fois que je vais dedans, ça me rappelle un peu la Grande Galerie de l'Évolution à Paris. Et c'était quelque chose avec lequel j'avais envie de jouer aussi, dans la mesure où moi, ce qui m'intéressait dans ce travail, c'était aussi de montrer que le rapport que l'humain, que nous, on a au loup, il est aussi conditionné par l'éducation qu'on a. C'est-à-dire que nous, on vient d'une société occidentale, et du coup, notre rapport au loup, il est tel qu'il est. Si on va, je ne sais pas, au fin fond de l'Alaska avec des peuples autochtones, leur rapport, il va être complètement différent, parce que leur manière de comprendre le monde, leur manière d'interagir avec le monde va être différente. Et en l'occurrence, nous, notre manière de voir le monde, elle est directement héritée de l'époque de Darwin, de la théorie de l'évolution, de
du développement des sciences, etc. etc. Et la Grande Galerie de l'Évolution, notamment, c'est un peu un lieu phare de ça. Les grandes bibliothèques comme ça, c'est un lieu phare aussi de cette construction de la compréhension du monde. Et c'est pour ça que j'avais envie aussi de jouer avec ça, d'où le fait d'investir les vitrines, de faire un herbier, de mettre des petites pointes dans les choses, un peu comme si on faisait un peu comme quand on mettait les papillons, là, qu'on épinglait les papillons à l'époque de la recherche naturaliste du 17e, 18e. Et par contre, j'avais quand même envie d'emmener les gens avec moi en montagne. C'est-à-dire que c'est réussir à comprendre d'où vient notre rapport au monde et d'en donner l'expérience quand on va sur le terrain. Et du coup, l'idée de ramener un peu cette structure en bois sur laquelle on a posé des troncs, etc., c'était aussi un moyen de ramener un peu les gens dans la forêt en quelque sorte. Voilà. Eh ben, je n'ai plus de questions. Si vous avez autre chose que vous voulez nous dire, je pense qu'on a encore le temps. Et ben, un peu pareil qu'Emmanuel, c'est assez incroyable de voir l'énergie qui a été mise pour que le festival il se fasse de cette manière. Donc beaucoup de reconnaissance pour Claire, pour Laetitia, pour les équipes de bénévoles, pour tous ceux qui ont bossé. Moi, c'est un travail que j'ai aussi fait avec le soutien du Centre national des arts plastiques, une bourse du CNAP. Donc ça, c'est évidemment aussi des soutiens qui en fait nous permettent. Moi, je suis parti dans ce sujet, je savais absolument pas quelle photo j'allais faire en fait, parce que je savais que je voulais photographier un truc que j'allais pas voir, donc c'est compliqué quand même. Et du coup, c'est vraiment le fait d'avoir pu avoir une bourse qui me permette d'aller me perdre en montagne et de dire ok, je vais essayer ça, si ça marche pas, c'est pas grave, je retournerai en montagne pour aller faire quelque chose de différent, qui permet que ce travail il ait pu voir le jour. Voilà, merci. Merci à tous les deux. Et, Merci. Ce plateau est terminé maintenant. Merci beaucoup pour votre écoute. Et voilà, c'est terminé. Au revoir.